Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque mardi pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sensible, un sujet assez important, nous allons parler de divorce. Et oui, lorsque le couple perd pied, que la vie à deux n'est plus possible, le divorce est parfois la meilleure solution. Mais voilà, cette épreuve est un véritable chamboulement pour les deux ex-conjoints et leurs enfants. Ça nécessite du temps et un travail de deuil. Quelle est la procédure à suivre pour divorcer et comment surmonter le divorce et se reconstruire? Nous en parlons ce soir avec vous. Alors, Maître Faisal Derewesh, vous êtes avocat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. À vos côtés, Dr Samia Lamara, vous êtes psychologue clinicienne. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, Monia. Très bien. Donc nous allons parler de divorce et avant d'entamer notre débat, nous allons tout d'abord regarder un reportage de la journaliste Leila Djoubour qui est allée voir une avocate, Yasmine Benamani, qui nous parle de divorce, de procédure de divorce. Le divorce, un phénomène social qui a pris de l'ampleur dans la société algérienne ces dernières années. Maître Yasmine Benamani est avocate chargée des affaires familiales. Comment sont gérées les procédures de divorce? Le divorce, c'est un tremblement de terre qui touche l'Algérie. Malheureusement, de plus en plus de cas recensés, ça avoisine les 70 000 cas par an, ce qui équivaut à 8 divorces par une minute. Donc juste pour avoir une idée de l'ampleur des dégâts, le confinement n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. Les statistiques démontrent que dans plus de 80% des cas, ce sont des couples très jeunes. Nous appelons ça les couples immatures, c'est une des raisons premières qui poussent les gens à divorcer. Donc ce sont des jeunes qui se marient très vite, sans trop savoir qu'est-ce qui les attend après le mariage, les obligations du mariage, les vraies raisons qui les ont poussés à se marier. Souvent, ils s'appuient sur des films ou des feuilletons à l'eau de rose et ils découvrent par la suite que le mariage, c'est loin d'être tout cela. Donc les statistiques démontrent que 80% des cas de divorce qui reviennent sont dus à cela. Il y a aussi l'indépendance physique des femmes. Il ne faut pas oublier de noter que les femmes sont de plus en plus indépendantes, elles travaillent, elles avancent dans leur vie et à côté, les hommes, malheureusement, il y a de plus en plus d'hommes complètement irresponsables qui créent un déséquilibre dans le couple. Je ne dis pas que le problème vient des hommes, mais ce déséquilibre crée une certaine animosité dans le couple avec le fil du temps qui dérape vers des déchirures puis des divorces. Il y a aussi, on en parle peu, mais il y a l'incompatibilité sexuelle qui fait qu'il y ait une différence importante dans le couple qui crée une insuffisance émotionnelle qui mène par la suite vers des dérapages. Il y a les réseaux sociaux qui sont un instrument qui aide ces couples-là à s'éloigner du couple un petit peu, ça crée un fossé. Nous retombons sur des adultères virtuels, si vous voulez, mais qui créent par la suite un grand fossé dans le couple. Donc il y a aussi, je dirais, peut-être moins en ce moment, mais il y a la cohabitation, donc toujours les mêmes conflits qui reviennent, belle-mère, belle-fille, ce sont des problèmes récurrents qui mènent au divorce aussi. Et puis, ce sont les statistiques qui parlent de toute façon. Il y a ce côté sacré du mariage qui a un peu disparu. Donc les gens ne donnent plus cette importance à cette union qui, dans le passé, était plus importante et plus gardée, sauvegardée. Une fois le lien conjugal rompu, le divorce devient définitif. Il enclenche des conséquences tant pour les époux que pour les enfants. Et c'est ce que l'on appelle les effets du divorce. Pour divorcer, il y a 3 ou 4 façons pour divorcer. Donc, nous avons par consentement mutuel, donc les deux conjoints s'entendent sur le fait qu'ils ne s'entendent plus quelque part, donc ils mettent fin à cette union. C'est souvent douloureux, il y a une grosse déchirure. En général, ce sont des couples qui se sont mariés très jeunes, qui se sont aimés et hélas, ils se perdent en route, donc ça déborde sur un divorce. Il y a le divorce avec la volonté unique du mari. Il n'a pas besoin de raison, il divorce.
Et puis, depuis 2005, la modification du Code de la famille, la femme a le droit de se divorcer elle-même, donc il y a le rôle qui, en parallèle au divorce du côté de l'homme, c'est pratiquement la même chose, elle redonne la dot et puis voilà, elle est libre. Et puis il y a un quatrième cas qui est moins fréquent, bon, c'est le divorce du côté de la femme avec dédommagement, donc c'est l'article 58 qui régit cette voie de divorce. Il énumère les cas dans lesquels la femme peut demander divorce et être dédommagée. Voilà. Lorsque les parents se déchirent autour de l'argent, ce sont les enfants qui en subissent les conséquences, car beaucoup de mamans célibataires essayent de s'en sortir, car certains papas refusent de payer la pension alimentaire ou ne peuvent pas la payer. Oui, alors la pension alimentaire qui est une conséquence au divorce, c'est un droit pour les enfants. Donc il faut expliquer que ce n'est pas pour la maman, c'est pour les enfants. Donc du fait qu'elle ait un droit de garde et de tutelle, elle perçoit pour ses enfants cette pension alimentaire. Elle doit être reversée tous les mois. Ce n'est pas un montant important, ça ne couvre pas les besoins d'un enfant, loin de là. Mais en même temps, la justice a dû prendre en considération la situation de l'homme aussi, qui souvent voudrait refaire sa vie, avoir d'autres enfants. Donc pour créer l'équilibre même, c'est impossible. Les montants ne pourront jamais égaler les besoins de l'enfant. Mais il y a quand même un montant qui doit être reversé, c'est un fait. Nous sommes psychologues, médiateurs, nous recevons nos clients, nous essayons de les aider à se comprendre, à revoir la question et la situation et leurs décisions. Je ne vous cache pas que sur les 100% de clients, nous avons 40% des cas qui se rétractent. C'est quand même pas mal pour nous de savoir que nous pouvons un peu les aider à réfléchir en moins. Selon les dernières estimations, les statistiques démontrent qu'en Algérie, près de 68 000 cas de divorce sont enregistrés chaque année, soit un cas par 8 minutes. Malgré les séances de conciliation effectuées par le juge et les proches de la famille, le nombre de divorces ne faiblit pas. Et justement, nous allons revenir sur justement ces séances de conciliation ou de médiation. Comment que ça se passe en réalité ? Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par l'intitulé de l'émission. Oui, le divorce. L'émission, c'est... Non, c'est Ma famille. Ma famille, ma vie. Oui. Ça veut dire donc, on lie la famille à la vie. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus important. Ça veut dire la famille, elle est aussi précieuse et importante. Donc au jour d'aujourd'hui, si on est là, c'est pas pour pas dire comment détruire une famille, mais comment préserver cette famille, quels sont les mécanismes, où ça marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc j'aimerais bien surtout parler de ça. Donc vous m'avez posé la question de la conciliation. Donc la consoeur, elle a très bien expliqué donc la procédure, le divorce. Donc une fois arrivé donc chez l'avocat, c'est que effectivement on a engagé la procédure. Donc le chemin du divorce, il est lancé. À partir de là, donc, on a les trois cas de figure donc, du divorce. On engage la procédure devant le tribunal et le juge, il est tenu par ce qu'on appelle la séance de conciliation. Donc la séance de conciliation vient donc dans la deuxième, parfois troisième audience. Le juge, il appelle les deux parties, il les invite donc, dans son bureau, en la présence du procureur de la République ainsi que le greffier, et il essaye de concilier entre les deux parties. Il essaye de faire un travail sur les deux. Il essaye. Il essaye. Oui. Il essaye sous des conditions. Oui. Parce que si on parle des conditions en elles-mêmes, et c'est ça donc qui me tient à cœur et je le répète à chaque fois et j'en parle, c'est que les conditions de conciliation, ils n'ont jamais été là, ils ne sont pas là et sont rares les cas où on arrive à une conciliation. Docteur, elle est là, elle pourra en parler. Donc pour concilier entre deux personnes, il faut avoir une certaine atmosphère. Il faut faire un travail sur les personnes et même sur l'endroit où on est. Donc il y a tout un travail. Une sorte de thérapie de couple. Non, on arrive sur la thérapie. Donc je parle de la conciliation donc, dans le tribunal en lui-même. Les conditions où se trouvent les personnes, à attendre toute une journée, donc entrer devant un juge qui a un tas de dossiers qui attendent. Qui gère ça entre plusieurs Exactement. dossiers. Donc il ne donne pas le temps voulu. Parfois, donc, il n'est pas équitable. Il laisse une personne parler plus qu'une autre. Et là, donc, l'autre vous dit que voilà, le juge, il était avec lui, il n'était pas avec moi. Et finalement, c'est devenu juste une procédure. Une formalité. Une formalité, exactement, donc, qui est une signature. Et voilà, donc. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on propose, et c'est ça l'idée, c'est
de ne plus passer par le juge. Le juge n'est pas compétent. Il a prouvé qu'il n'a pas les compétences et il n'a pas réussi dans cette mission. Quand on parle de nombre, quand on parle de 70 000 cas de divorce par année, donc prononcé, c'est que le juge il n'arrive pas à concilier entre les gens. Donc à partir de là, du moment que la famille c'est la vie, du moment que la famille elle est précieuse, donc il faut donner la chance à cette famille et l'orienter vers d'autres solutions. Quelles sont les solutions? Les solutions, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, donc ce qu'on propose et ce qu'on est en train de le dire, avant de prononcer un divorce, laissez le juge s'occuper du côté juridique et donnons le travail du psychologue ou du psychiatre, la thérapie de couple, la thérapie de famille, exactement, laissez les thérapeutes faire leur travail. Rien ne presse, on n'est pas obligé ailleurs. Donc le divorce peut prendre 2 ans, 3 ans, 1 an et demi. Ça prend combien de temps justement? 3 mois au maximum. En 3 mois, on est divorcé? On est divorcé, donc ça c'est le maximum. On peut être beaucoup moins, on est divorcé. Mais pourquoi? Pourquoi on est aussi pressé que ça? Donnons le temps donc, à ces gens-là, à cette famille-là, donnons-lui une chance et envahissez cette famille vers des psychologues. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de supprimer cette séance de conciliation de chez les juges et envoyer les parties donc, devant une thérapeute qui va prendre en charge donc d'essayer de trouver des solutions quand il y a des solutions, parce que la loi, donc généralement, elle s'applique à tout le monde. On a eu un petit débat avec le docteur tout à l'heure. Oui. La loi, elle est là pour s'appliquer à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des cas qui sont désespérés, mais au jour d'aujourd'hui, on a un texte qui s'applique à tout le monde. Après, viendront les exceptions. Donc aujourd'hui, moi, j'encourage et je me bats donc, dans ce sens. On a déjà un petit projet qu'on va essayer de le proposer via notre fondation, parce que je préside donc une fondation, la Fondation algérienne de la recherche et de la coopération juridique internationale. Donc on essaie d'avoir des idées de ce qui se passe un peu partout dans le monde et essayer de trouver des solutions donc, ici en Algérie parmi les sujets qui nous intéressent, ce sujet-là. Et on propose d'échanger la conciliation. Donc ça ne sera plus à la charge du magistrat, mais à la charge de la thérapeute. Elle prendra le temps qu'elle prendra. Quand elle terminera son travail, donc, elle dressera un rapport. Ce rapport sera donné au juge et ça sera au juge de trancher. D'accord. Très bien. Très intéressant en tout cas. J'espère que ça sera fait. Ce sera une bonne solution, n'est-ce pas? À votre avis? C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne vont pas forcément penser aller vers une thérapie de famille ou une thérapie de couple avant que le drame n'arrive. C'est vrai. Donc il est impératif de justement avoir cette nouvelle démarche et que ça soit réglementaire pour que les gens le font même s'ils n'en ont pas envie. D'accord. Voilà. Très bien. Ce sera une bonne idée en tout cas, espérant qu'elle soit appliquée. Alors, je veux vous poser justement cette question. Quelles sont les pathologies qui peuvent survenir à l'occasion d'un divorce? Là, on passe du cap de la conciliation directement au divorce. Oui. Quand on divorce, surtout quand l'un des deux conjoints n'est pas d'accord, est-ce qu'on peut en souffrir justement? C'est sûr, c'est certain. Vous savez, Mounia, dès qu'il y a un investissement émotionnel et affectif, on est forcément, l'impact du divorce et de la séparation est forcément très douloureux. La personne se sent abîmée au fond d'elle. Il y a un mélange de sentiments qui sont générés. Il y a le sentiment de culpabilité. Il y a la désillusion de cette relation tant investie. Et forcément, le passage à l'acte en lui-même peut être, dans certains cas, fatal. Et la personne se sent dans la solitude totale, puisqu'elle a l'impression que personne ne comprend ce qui lui arrive, la douleur qu'elle ressent. Et forcément, elle peut aller vers la dépression, pour ne citer que ça. D'accord. Mais ça peut être pour les deux conjoints, que celui
qui veut divorcer ou alors que celui qui subit le divorce. On va Bien dire ça sûr. comme ça. Oui, Homme ou femme. Hein, oui, peu importe. Même si c'est la personne qui elle-même prend l'initiative, la décision d'aller vers la séparation, parce que parfois on a beau essayer de recoller les morceaux, on a beau essayer d'arranger les choses, tout au fond de notre être, on a cette certitude, et surtout quand on est dans un climat qui est plein de conflits, dans un climat toxique, pesant, lourd. Forcément, il y a quelque chose au fond de nous, une petite voix qui nous dit on va vers l'impasse. Et donc la seule alternative que nous offre cette situation, c'est vraiment la séparation. Et donc même si on prend la décision d'aller vers cette fatalité, c'est pas toujours avec joie. Parce qu'il y a toute une réhabilitation qui se fait par la suite. Ce n'est pas aussi évident, même si c'est nous-mêmes qui prenons cette décision. Est-ce qu'on peut en venir à bout de cette dépression qui survient après le divorce? Ou est-ce qu'on doit consulter forcément quand on fait un divorce? Oui, en principe, c'est ça, c'est ce que disait monsieur avant, mais bon, généralement, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, on prend la décision de la rupture. On est dans un climat, comme je disais, toxique. On est dans un climat de violence, d'incompréhension, de désillusion. Et donc, ce phénomène, parfois quand on arrive au divorce et à la séparation, ce phénomène ressemble parfaitement au processus du deuil, qui lui va prendre des étapes différentes et qu'on doit traverser. Je dirais que bon, il y a plusieurs étapes de cette démarche, de ce processus, mais je ne vais citer que 2 ou 3 pour, par exemple, si quand on est dans la période pré-divorce, c'est-à-dire qu'on est dans la négation, on se dit on est face à une situation qu'on n'accepte pas et qu'on réfute totalement. On est dans le déni, on est dans la désillusion. Donc on n'arrive pas quand même à passer le pas. Ensuite, il y a la prise de décision et donc la séparation. Et par la suite, l'après-divorce et l'après-séparation, là où il faut quand même se réorienter, se reprojeter. On n'accepte pas. Qu'on n'accepte pas et qu'on réfute totalement. On est dans le déni, on est dans la désillusion. Donc on n'arrive pas quand même à passer le pas. Ensuite, il y a la prise de décision et donc la séparation. Et par la suite, l'après-divorce et l'après-séparation, là où il faut quand même se réorienter, se reprojeter dans l'avenir, dans le temps, dans l'espace, se rééquilibrer et ensuite la guérison. D'accord. Voilà. Justement, est-ce qu'on peut refaire sa vie facilement après rapidement, facilement après un divorce? Pourquoi pas. Il suffit de justement, aimer encore, justement ne pas être dans le déni, essayer de surpasser cette colère en acceptant de souffrir justement, parce que c'est tout à fait naturel de souffrir quand on est face à cette situation. Souffrir pour aller mieux. Ben oui, et le fait d'accepter d'accepter son chagrin, ça nous mène vers la guérison, on arrive à relativiser et à mieux surpasser cette situation de séparation. Voilà. En général, on dit que le mariage, c'est des problèmes qu'on aurait pu avoir. On dit que c'est réglé à 2 des problèmes qu'on n'aurait jamais eu seul. Mais le divorce, c'est régler des problèmes seuls qu'on a eu à 2. Exemple, quand on a des enfants. À ce moment-là, les répercussions sur le couple, on va parler des enfants après, mais les répercussions qu'il y a sur le couple, les 2, que ce soit le papa, la maman, les 2 ex-conjoints, c'est plus difficile pour eux, le divorce, c'est plus compliqué. Quand il y a des enfants? Quand il y a des enfants. Oui, parce que l'enjeu, il est important. L'enjeu, il est important. Et si on arrive à prendre une décision quand on est seul, c'est pas pareil quand on a des enfants. C'est clair. On pense à plein de choses, à plein de détails.
il y a l'enjeu, c'est-à-dire ça pourrait générer des troubles psychologiques, des troubles du comportement, ça peut créer des conflits, même, c'est-à-dire rajouter des conflits. Rajouter des conflits, le fait que chez maman, ex-conjoints, chez maman on arrive à faire des choses, chez papa il interdit, surtout ou ne pas rentrer dans ce signalement que c'est l'autre qui est coupable de l'échec de cette relation, et essayer justement de penser qu'à l'intérêt des enfants. D'accord. Et chez vous, par exemple, quand vous voyez des couples avec des enfants, vous avez l'impression qu'ils se déchirent vraiment, ou ça se passe mieux pour les couples, c'est plus facile pour les couples sans enfants qu'avec les couples avec enfants? C'est sûr, quand on a des enfants, les conséquences sont sur le couple en lui-même, sur les personnes. Et voilà, donc chacun rebondira donc à sa façon, à sa manière et selon sa personnalité. Mais quand on a des enfants, là, aujourd'hui, donc, je reviens à la famille, donc c'est pas un problème. Je ne parle pas du couple en lui-même, je ne parle pas de l'enfant de X ou de Y, mais je parle d'une société. Je parle de notre pays, de notre cher pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les conséquences du divorce, ce n'est pas le couple et l'enfant qui est entre ses parents, mais c'est toute une société. Aujourd'hui, ce qu'on voit comme violence, ce qu'on voit comme délinquance, ce qu'on voit comme je ne sais pas quoi, donc tous ces fluos-là. Donc si on va dans la profondeur, et docteur, je pense qu'elle sera d'accord avec moi, 80% peut-être, donc je dirais plus que ça, sont issus de familles déchirées qui ont eu des histoires, des problèmes dans ceci, dans cela. Donc aujourd'hui, le sujet il est important parce qu'il s'agit de l'avenir d'un pays et non pas uniquement d'une famille. C'est pour ça qu'en tant que juriste, aujourd'hui, on se bat et on dit qu'il faut préserver cette famille déjà. On parlait tout à l'heure, toujours au docteur, on parlait avant le mariage. Donc, pourquoi pas donc, appliquer donc, ce qu'on appelle le contrat de mariage. Le mariage en Algérie, le texte... Ça existe chez nous, justement, le contrat de mariage, mais ce n'est pas dans nos habitudes. On se dit que si on dit à notre conjoint, voilà, je veux faire un contrat de mariage, c'est penser au pire directement dès le début. D'accord. Donc, là où le législateur doit intervenir. Parce que donc, ce qui n'est pas dans notre coutume, où on n'arrive pas à le faire par une raison ou une autre, le législateur, il peut intervenir et il le rend obligatoire. Du moment que ça protège tout le monde. Et là, donc, on est dans l'obligation. Donc, je n'ai pas à avoir honte ou quelque chose comme ça. Donc, on y réfléchira 2 fois avant de divorcer. Avant de se marier. Et avant de se marier aussi. Déjà. Donc, parce qu'on a un contrat de mariage, on a un engagement. On parlait tout à l'heure encore avec le docteur, donc, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ils ont quelque chose, je te donnerai un seul exemple, qui est le patrimoine en commun. Les gens, ils peuvent vivre librement, mais le jour où ils se marient, donc s'ils divorcent, on a le patrimoine, on partage tout. Tout, 50-50. Voilà, donc pour eux, le mariage, il est aussi sacré que ça, donc on doit le préserver, et préserver cette famille qui est mariée. Donc on met des barrières. Donc les gens ne s'engagent pas, mais quand on engage, on doit assumer. Donc nous, la consoeur tout à l'heure parlait de la banalisation de la relation de mariage. C'est ça. C'est pas la relation qu'elle n'est pas sacrée. Elle a toujours été sacrée. Elle le restera. C'est l'acte qui devient facile. C'est la législation. Quand on voit ce code de famille qui a déchiré l'Algérie, qui a détruit la famille algérienne, on est écuré. Quand je vois le code pénal se réformer 3 fois, 4 fois par an pour enlever, pour échanger, je ne sais pas, les peines de 5 ans à 10 ans, de 20 ans à je ne sais pas quoi, et le code de la famille pour préserver la famille, pour préserver donc les enfants, pour tout ça, donc on ne regarde plus, ça fait 12 ans, 15 ans qu'on n'a pas regardé, c'est pas important. Mais non. Le souci, il est là, et la source, elle est là. Donc, au jour d'aujourd'hui, on vous parlait tout à l'heure des conséquences sur les enfants. Donc, pourquoi pas gérer la relation après le divorce, avoir des textes qui gèrent la relation après le divorce. Et justement, pour les enfants aussi, je voulais préciser aussi, la garde, c'est pour la maman, chez nous. Chez nous, la garde, c'est pour la maman ou alors les grands-parents en général. C'est la maman. C'est pas le papa qui va récupérer les enfants. Non, avant, donc c'était la maman, la grand-mère maternelle, le papa, la grand-mère paternelle et vice-versa. Donc il y a toute une liste. Mais d'abord la maman. Mais aujourd'hui, c'est la maman, après c'est le papa. Et on privilégie la maman. La maman, c'est une conséquence, donc on n'y réfléchit même pas. Les juges, pourquoi privilégier la maman? Parce qu'il y a des cas où c'est le papa qui s'occupe mieux de ses enfants. Parce que donc aujourd'hui, on donne cette appréciation au magistrat, au juge. Et le juge, généralement, donc, dans l'état d'esprit du magistrat par rapport au texte et par rapport au mécanisme, la maman, c'est la source de bonheur. La maman, donc, elle fait attention à ses enfants. Donc, la maman, elle s'est battue pour ses enfants. C'est pas... Mais
ailleurs, donc on a mis des mécanismes. On ne tranche pas en matière de garde en 2 séances ou sur un écrit. Oui. Non. Il y a un travail qui se fait par les assistantes sociales. Il y a exactement. une enquête sur la maman, sa vie, comment qu'elle est. Chez nous, c'est pas comme ça que ça se Non, passe. c'est du tout. C'est du tout. D'accord. Certains textes existent, mais ça n'a jamais été appliqué. Donc, D'accord. on doit faire une recherche ailleurs. Il y a des cas où ni le père ni le mère aura la garde de son enfant. C'est l'État qui s'en occupe, parce que tous les deux, ils ne sont pas aptes. Et tous les deux, ils vont nous fournir un délinquant de l'avenir. Un je ne sais pas quoi, un criminel. Oui. Donc, vu leur comportement. Donc, on doit réfléchir et on doit amender nos textes et on doit revoir ces textes et on doit s'ouvrir sur ce qui se passe ailleurs et avoir un état d'esprit analytique, demander les avis aussi. Est-ce que, docteur, donc, on vous a déjà demandé, donc on va réformer le code de la famille, donnez-moi votre avis? Jamais. Il y a des gens qui viennent, donc toujours c'est une commission, on invite quelques noms pour l'image, et on édite des textes, et ils sont là, et voilà donc les conséquences. Oui. Aujourd'hui, il faut revoir tout ça, et je parle en étant juriste et en étant dans le bain, et en étant, comment le dire, on souffre quotidiennement de ces textes qui n'ont rien à voir avec la réalité donc, de notre pays. D'accord. Donc, restons sur les enfants, toujours, comment leur annoncer la nouvelle? De façon très claire, très sincère. Il faut pas passer par 4 chemins. Il faut expliquer clairement le processus du divorce, ne pas leur mentir, ne pas culpabiliser l'un ou l'autre, leur faire comprendre que c'est une décision qui est prise d'un commun accord, même si dans certains cas et dans la plupart des cas c'est pas le cas. Et parce que prioriser la protection de l'enfant, parce que si il y a un mal vécu par rapport à cette situation, l'enfant peut développer des maladies psychosomatiques. Ça peut avoir des répercussions assez lourdes. Oui, forcément. Donc il est très important que l'enfant puisse avoir un certain équilibre, même si les parents sont divorcés, et être face à leurs responsabilités. Les parents doivent être face à leurs responsabilités. Penser à l'enfant avant de penser à... Voilà. Justement, on arrête d'être des époux, mais on n'arrête pas d'être des parents. Exactement. Donc, on est toujours là, quoi qu'il en soit. Il faut être assuré qu'ils soient présents pour leur enfant. Il est impératif que les enfants ne se sentent pas menacés par cette rupture ou cette cessation de contrat, on va dire. Voilà. Très bien. Et dans la situation où, par exemple, la maman est encore enceinte et que le divorce est prononcé avant que la maman n'ait son enfant. Sur le plan juridique, non, mais sur le plan psychologique, justement, quand cet enfant va naître, il va se retrouver qu'avec sa maman. Oui. Pas se retrouver avec sa maman, logiquement. C'est sûr. Oui, oui. D'après la réglementation. D'après la réglementation. C'est sûr, c'est un bébé qui allait. Qui allait, donc il a besoin. Exactement. Donc, sur le plan psychologique, voilà. Oui, mais après, bon, le bébé, il est là. La maman, elle va tout faire pour... je vais vous dire une chose, parce que généralement, les parents ont cette certitude que les enfants ne comprennent pas les choses. Exactement. Alors, plus tôt il sera mis au courant, mieux c'est pour lui. D'accord. Et si c'est-à-dire le papa est toujours vivant, est toujours présent, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas partie du monde de ce bébé. Et s'il n'est pas responsable et s'il n'est pas présent, ne tient pas ses engagements, eh bien, je dirais tant pis pour lui. Oui. Mais après, la maman, elle peut très très bien jouer ce rôle de protectrice, qui va aller vers le confort et le bien-être de son enfant. Très bien. Donc, surtout, ne pas dire du mal si elle ne refait pas sa vie. Si elle refait sa vie, elle perd la garde de ses enfants. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. On peut garder ses enfants bien sûr. Aujourd'hui, donc, c'est tout un débat parce que le législateur, il parle de l'intérêt de l'enfant. Oui. L'intérêt de l'enfant, il est primordial. Donc là, effectivement, la femme, donc on a eu cette tendance, la femme, quand elle divorce, elle se remarie, donc elle va perdre ses enfants. Et là, je reviens à dire, il faut toujours avoir une enquête, il faut toujours faire un travail dans la profondeur pour détecter cet intérêt. Est-ce qu'il est chez son père ou chez sa mère? Il se peut qu'on a un beau-père qui est plus généreux, qui est plus gentil, qui est plus adorable
que le papa. C'est pas forcément qu'on doit prendre l'enfant et le donner à son père. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut faire un travail de profondeur, il faut un travail de proximité, il faut faire une recherche, il faut vraiment chercher l'intérêt de l'enfant, il faut vraiment donner cette mission à des gens capables et compétents. Parce que quand on a des gens incompétents qui prennent les choses à la légère, donc pour eux c'est juste une formalité, voilà les conséquences. Vous avez parlé donc de la femme enceinte. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous prive? Pourquoi pas? Il n'y a pas de divorce quand la femme elle est enceinte. On sait que donc, quand la femme elle est enceinte, psychologiquement, elle a certains comportements, elle a ceci, cela, donc une différence, une grossesse. Je suis un homme, mais je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc elle donne vie. Alors, exactement, il y a des hormones, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de chamboulements qui se passent à ce moment-là. Donc il n'y a pas de divorce durant la période de grossesse. Il n'y a pas de divorce. Donc attendez que l'enfant vienne. Peut-être que le papa, quand il va voir son enfant, il le prend dans ses bras. Peut-être que ça va changer les choses. Exactement. Donc le législateur, il doit prendre les mesures de la vie donc, que la société est en train de vivre. Et il faut prendre donc les mesures de chez les experts, les spécialistes et de chez tout le monde. Ce n'est pas importer des idées, les mettre comme ça, et voilà. D'accord, très bien. En tout cas, c'était très intéressant. Et ne pas hésiter de consulter. Oui, aussi, surtout aller vers les spécialistes. Justement, si vous avez un conseil justement à donner au couple. Justement, parce que quand on va vers un divorce et qu'on sait que c'est l'ultime, pensez quand même à toute la famille, la petite et la grande famille. Pensez au devenir de ce couple et de cet investissement, parce que c'est un investissement, c'est un projet. Et donc, on essaie tout de même de lui donner toute son importance et d'aller vers des experts, des spécialistes, essayer de faire des thérapies de couple, essayer de faire des thérapies de famille. Et il y a souvent des gens qui vont vers le divorce et qui ne savent même pas pourquoi ils ont divorcé. C'est des détails, au fil du temps, ils perdent le sens des choses et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont arrivés à cette fatalité. C'est pour ça qu'il faut justement voir des spécialistes pour la conciliation. Exactement, une tierce personne sera plus objective et essaiera et pourra mieux cerner les choses. Très bien. Si je peux rajouter un petit quelque chose. Oui, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, c'est votre rôle de rentrer, donc vous avez accès au foyer. Tout à fait. Donc c'est votre rôle d'informer les gens, de banaliser. Comme ils ont banalisé le divorce, il faut banaliser donc l'accès au psychologue. Oui. Aller donc chez un psychologue, c'est pas une honte. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Justement, je vous encourage et je vous en remercie parce que le psychologue, il a un travail avant le mariage, il a un travail pendant la relation et surtout après. Oui. Après le divorce, donc il a un grand travail à faire. Donc il peut accompagner le couple dès le début à la fin. Donc c'est important. C'est pas une honte. Au contraire, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui peut changer les vies. Donc, exactement. N'hésitez pas à aller voir un docteur. Oui, ne pas se dire que c'est perdu d'avance. Il y a toujours des choses à faire et on peut toujours recoller les morceaux. Très bien. Voilà. Je vous remercie. C'était un débat très intéressant en tout cas. Maître Faisal Driouech, vous êtes avocat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Dr Samia Lamara, psychologue clinicienne. Merci encore. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons à la rubrique Conseils pratiques. Alors, aujourd'hui, pour la rubrique Conseils pratiques, je reçois le professeur Abdelrahman Boufarsaoui. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité à cette émission. Alors, je rappelle, vous êtes chef d'unité de pneumologie et d'endoscopie bronchique pédiatrique à l'hôpital Boulorine Ibn Zéri. Merci encore. C'est ça. Très bien. Donc, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler d'accidents domestiques et plus particulièrement l'inhalation d'objets ou de corps étrangers. Voilà. Justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques, mais aujourd'hui, on va parler spécialement des inhalations de corps étrangers. Oui. En quoi ça consiste? C'est un enfant qui est en train de jouer ou de manger, qui a quelque chose dans la bouche et qui va lui passer au niveau des bronches. Parce que normalement, quand on mange, les aliments vont passer au niveau du tube digestif. Exactement. Mais quand l'enfant est en train de jouer, de bouger, de parler, de crier, il peut faire ce qu'on appelle une inspiration profonde, comme ça. Et l'aliment, au lieu qu'il passe au niveau de l'œsophage, il va passer au niveau de la trachée des bronches. Donc c'est un accident qui est grave, toujours grave, parce que le premier risque qu'il peut avoir chez l'enfant, c'est carrément le décès. Pourquoi le décès? Parce que le corps étranger
Oui. que ce soit un aliment ou autre chose, peut obstruer la glotte, qui a un diamètre très étroit. Et donc, l'air ne passe pas, l'oxygène ne passe pas. Il y a une asphyxie aiguë, ce qu'on appelle une asphyxie aiguë, et décès carrément. Comment, quand on n'assiste pas justement à l'accident, on n'assiste pas, comment on peut reconnaître que notre enfant est en train de... D'accord. Alors, justement, quand on assiste, on a ce qu'on appelle un syndrome de pénétration. On appelle ça un syndrome de pénétration. C'est quoi ce syndrome de pénétration? C'est un accès de suffocation, hein, suivi de cyanose du visage avec une toux d'expulsion. Alors, pourquoi on a la cyanose? Parce que justement, de façon réflexe, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme sa glotte pour ne pas que des objets solides passent au niveau de l'arbre bronchique qui ne peut contenir que de l'air. Oui. Donc, en fermant sa glotte, il empêche de faire passer de l'air, donc de l'oxygène, il devient bleu. Donc il y a un manque d'oxygène. Ensuite, il y a une toux d'expulsion, ce qu'on appelle, parce que c'est comme ça, c'est réflexe. L'enfant essaie de faire rejeter l'objet. Voilà. Mais malheureusement, l'enfant, sa toux n'est pas efficace. Ça arrive souvent chez les adultes. Et rappelez-vous, tous, de temps en temps, on a ça, et on arrive à expulser, parce qu'on a une toux expulsive qui est efficace. Mais chez l'enfant, sa toux n'est pas efficace. Et donc, le corps étranger va rester au niveau de l'arbre bronchique. Donc, quand il n'y a pas d'essai, il peut y avoir des conséquences plus tard. Oui. Voilà. Grave. Bien sûr, ça peut être grave. Ça peut être grave parce que chez les enfants qui ont un corps étranger qu'on a négligé, pour une raison ou pour une autre, le corps étranger peut rester longtemps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arbre bronchique ne peut contenir que de l'air, n'accepte que de l'air. Et à chaque fois qu'on a un solide à l'intérieur de l'arbre bronchique, il va y avoir quoi? Il va y avoir de l'inflammation. Parce que le corps, c'est comme ça, il se défend, il y a de l'inflammation. Ensuite, l'inflammation, ça fait le lit de l'infection. Et donc, ça va être des infections là. Ça peut aller jusqu'à une destruction de tout un poumon. Il y a eu des enfants d'ailleurs, chez qui il y a eu un corps étranger qu'on a négligé, parce qu'on a mal fait le diagnostic. Et donc, il est resté là-bas. Il a détruit tout le poumon d'un côté ou d'un autre. Et il y a eu des enfants à qui on a enlevé un poumon, parce qu'il ne fonctionnait plus, ça y est, par rapport juste à un corps étranger, petit comme ça. Donc, ça peut être une cacahuète, ça peut être un petit poids, ça peut être un jouet. Alors, les corps étrangers, bon, d'abord, je fais rappeler aux parents, quand on a comme ça un syndrome de pénétration, c'est comme ça, oui. Mais quand un enfant est en train de manger, il fait ce syndrome de pénétration, la meilleure des choses, c'est d'aller consulter. Même si, pardon, oui. On va y arriver. Même si, parce que c'est vrai que quand le corps étranger est au niveau des grosses branches, ça fait, il peut se montrer par des symptômes, une détresse respiratoire, de la toux, mais parfois c'est un petit corps étranger qui va se localiser au niveau d'une petite branche et il y a juste après ce qu'on appelle une période d'accalmie. C'est comme une lune de miel, une période d'accalmie. Et 3 à 4 jours après, il y a l'inflammation qui arrive, il y a l'infection, et parfois on a oublié cet événement. Ouais, on ne se doute pas que c'est... voilà, il ne le rapporte pas. Oui. Et donc on l'emmène chez le médecin pour peu qu'il y a par exemple une petite rougeur de la gorge. Là on le prend pour une rhinopharyngite ou pour une angine, on traite, on donne des antibiotiques. Parfois même il y a des médecins qui donnent crème ou des corticoïdes comme ça, pour des toux et tout. Et justement ça fait diminuer l'inflammation, ça fait diminuer l'infection. Et l'enfant redevient bien. Dès qu'on arrête le traitement, ça reprend. Et bien sûr, à chaque fois, justement, quand on a ce syndrome de pénétration, on essaie de faire le lien un petit peu avec ce syndrome de pénétration et le début des symptômes. Et carrément, après l'examen clinique, bien sûr, on fait une radiographie de thorax. Parce que ça peut montrer, on y viendra tout à l'heure, ça peut montrer des signes indirects. D'accord. Avant d'aller à l'hôpital, est-ce qu'on peut faire une manœuvre à la maison pour essayer de déloger cet objet? Alors, il y a 2 manœuvres chez l'enfant, 2 manœuvres. Chez l'enfant, c'est le grand enfant, et même chez l'adulte d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la manœuvre de Heimlich. Elle consiste en quoi cette manœuvre de Heimlich?
c'est que si la personne, si le patient, si l'enfant, parce que là je parle des enfants, hein, ça peut arriver aux adultes, si l'enfant est en bloc-pnée, il est comme ça, sa respiration est bloquée. Parce que s'il tousse, on respecte la toux. D'accord. On va la respecter parce que cette toux-là peut faire expulser le corps étranger de l'arbre respiratoire. Mais s'il est en bloc-pnée, on appelle ça, si la respiration est bloquée, on vient derrière lui, on fait comme ça, on l'enlace et on met les 2 points comme ça au niveau ici, en bas du thorax. Et on fait des pressions comme ça, brusques, vers l'intérieur et vers le haut. Dans quel but? Dans le but de provoquer une hyperpression au niveau du thorax. Et par cette hyperpression, le corps étranger peut s'expulser. Voilà. Chez le nourrisson de moins de 1 an, il y a une autre manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Moffenson. Oui. Moffenson, on met l'enfant sur le bas-ventre, sur le genou comme ça, et on lui donne des tapes entre les omoplates, des 5 tapes comme ça. Et on regarde s'il a expulsé, on regarde sa bouche, il a expulsé. Sinon, on peut le retourner, si la manœuvre est inefficace, on peut le retourner sur le dos, et puis on lui provoque une hyperpression ici en bas du thorax, comme ça 5 fois. Et si, à chaque fois, on regarde la bouche, si le corps étranger remonte vers la bouche, on le prend et on le sent. D'accord, très bien. Et arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Arrivé à l'hôpital, bien sûr que des fois, les enfants arrivent dans un état de détresse respiratoire. La détresse respiratoire, elle peut être de type laryngé, parce que le corps étranger au niveau de la glotte. Oui. Ça peut être une détresse respiratoire aux 2 temps, c'est-à-dire inspiratoire, expiratoire, parce que le corps étranger est au niveau de la trachée. Et il est mobile au niveau de la trachée. Ça peut être une détresse respiratoire de type expiratoire. Ça veut dire que le corps étranger est au niveau des branches. Au niveau des branches. Il y a ça. Deuxièmement, il peut venir avec une toux persistante. Troisièmement, il peut venir avec carrément une infection pulmonaire due à cet objet bloqué. Parce que le corps étranger provoque. Oui. Comme ça peut être un examen tout à fait normal. Et c'est ça le piège. Il est là le piège. Ça peut être un examen tout à fait normal. Mais quand l'enfant fait un syndrome de pénétration, rapporté par les parents, on fait la vérification endoscopique. Alors, très souvent, le syndrome de pénétration est rapporté par les parents. Surtout si on les oriente. On leur fait rappeler un peu les faits. Mais sinon, parfois, dans pratiquement 15 à 40% des cas, on peut ne pas le retrouver, ce syndrome de pénétration, parce qu'il n'y a pas eu de témoin à cet accident. La mère était loin. Voilà. Par exemple, et elle laisse son enfant seul, en bas âge, mettre tout ce qu'il trouve dans sa bouche. C'est connu, les enfants. Ou bien, ça peut être un syndrome de pénétration qui a été négligé. Tout le monde, de temps en temps, fait une fausse route. On ne donne pas de l'importance à ce phénomène-là. Parce qu'on ne sait pas, enfin, on ne connaît pas justement. C'est le but, justement, pour lequel je suis venu ici. C'est pour essayer de montrer aux gens que cet accident existe et qui peut être grave. Fatal, surtout. Ça peut être fatal. Donc, attention et attention. Quels sont les objets en général que vous pouvez retrouver dans les branches? Les corps étrangers les plus fréquents, c'est la cacahuète. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Il faut dire que ces corps étrangers surviennent chez tous les enfants, à tous les âges, mais ils sont plus fréquents chez l'enfant entre 1 et 3 ans. Pourquoi 1 et 3 ans spécialement? Parce qu'à cet âge-là, l'enfant commence à bouger, à marcher, à découvrir le monde autour de lui. Et donc, découvrir avec la bouche aussi. Tout ce qu'il trouve, il le met dans la bouche pour tester la palpabilité, tester ce que c'est. Et à cet âge-là, il n'a pas les molaires ne sont pas encore efficaces pour bien mâcher. Et donc, et à cet âge-là, il commence à marcher à 4 pattes, à 2 pattes et tout, à bouger, à jouer. Et donc, s'il a un objet dans la bouche, très souvent, c'est des aliments. Et il est là en train de courir, de parler, de crier. Il va respirer en même temps. Voilà, il fait une inspiration profonde et l'accident arrive. C'est comme ça. Alors,
Dans les végétaux, on a dit que c'est la cacahuète, c'est l'objet le plus fréquemment retrouvé dans tous les pays du monde. Hein. Sinon, il y a, malheureusement, hein, il y a un phénomène qu'on voit de plus en plus ces dernières années, c'est la graine de tournesol. La graine de tournesol, pour laquelle, malheureusement, on est en train de faire la publicité à la télé pour que les enfants l'achètent. Oui. Et donc, il y a deux marques qu'on ne citera pas. Moi, à mon avis, faites attention à ces publicités. Faites attention, parce que tous les jours, on a un enfant qui arrive avec une graine de tournesol dans l'arbre respiratoire. Et très souvent, elle est grosse, elle reste au niveau de la trachée, donc elle est mobile, elle fait tousser l'enfant, et facilement, en toussant, il peut la faire monter au niveau de la sous-glotte, qui a un diamètre le plus étroit de l'arbre respiratoire. Parce que c'est petit, il risque d'y avoir un enclavement, asphyxie aiguë et décès. Donc vous voyez, donc c'est ça à peu près. Sinon, tous les autres aliments passent. Hein. La lentille, l'haricot sec. L'haricot sec, le petit, on a eu des décès avec l'haricot sec, même s'ils arrivent à l'hôpital. Dans toutes les séries du monde. Pourquoi l'haricot sec? Il est petit. Hein, et, il rentre facilement dans l'arbre bronchique, mais au contact des sécrétions. Il va gonfler. Il va gonfler. Et ça devient un corps étranger énorme. Et on a des difficultés à les extraire. Dans les corps étrangers non végétaux, pardon, je termine mon idée. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a les épingles à foulard. Oui. Chez les fillettes, d'ailleurs ça se passe aussi chez les adultes. Les fillettes qui mettent le foulard, et quand ils arrangent leur foulard, ils sont en face de la glace, ils mettent les épingles de foulard dans la bouche. Parfois ils mettent 2, 3. Oui. Et on connaît très bien nos adolescentes, elles aiment bien rigoler, elles aiment bien parler, elles sont jeunes, elles sont joyeuses. Et l'accident arrive, c'est comme ça. Et ça passe dans le... Donc, il y a aussi, chez les enfants scolarisés, le bouchon de stylo. Parce qu'il est là, il tient le stylo dans sa bouche, il le fait tourner comme ça, il est un petit peu pensif. Et rapidement, il fait le syndrome de Péter. Il détache le bouchon qui vient derrière, à la fin du stylo. Et c'est arrivé, le dernier qu'on a fait il y a 2 jours de ça. Un garçon de 10 ans qui vient de Tizi Ouzou. On reçoit tous les enfants de tous les âges qui viennent de tout le territoire national. Mais tous les jours, vous avez au moins un ou 2 cas? Tous les jours, au moins 2, 3. Au moins 2, 3. Je dis bien au moins 2, 3. D'accord. Et si vous deviez prévenir maintenant les enfants, les parents surtout, leur lancer un message, vous diriez quoi? Alors, la prévention, justement, c'est la clé, justement, de tout cela, parce qu'on a vu que ça peut tuer. Quand il arrive au bloc, c'est vrai, dans la plupart des cas, on arrive à les enlever, il n'y a pas de souci, mais il faut croire qu'il y a un certain pourcentage de cas pour lesquels il y a des difficultés à les extraire. En plus, l'enfant, on le fait sous anesthésie générale, donc il y a les petits problèmes de l'anesthésie générale. Chaque enfant n'est pas pareil par rapport aux autres. Et puis, n'oublions pas, parce que quand on enlève les corps étrangers, c'est avec des outils. On ferre, c'est des gros outils, donc on fait des manipulations à l'intérieur. Donc, il y a des séquelles. Ça peut avoir des petites complications. Bon, en gros, on arrive à les extraire, mais parfois, il y a bien sûr des... Donc, la clé de tout cela, c'est la prévention. La prévention, elle est à 2 niveaux. Il y a la prévention primaire, il y a la prévention secondaire. La prévention primaire, ça s'adresse au grand public. Par le biais, justement, et je vous remercie de faire cette émission. Merci à vous d'être là, justement. Ça se fait avec les médias lourds. Hein. Moi, j'aurais fait, par exemple, là, c'est pas pour... J'aurais fait cette émission tous les jours, 5 minutes avant les informations de 20 h. Parce que c'est important. Mais allez, il n'y a pas de souci. C'est déjà pas mal qu'on a accès à cette émission. Donc, la prévention primaire, c'est quoi? C'est de ne pas laisser les enfants seuls déjà. Un enfant en bas âge, il faut qu'il soit avec sa maman, il n'y a pas de souci. Oui. Deuxièmement, il ne faut pas donner les graines, les arachides, les cacahuètes, l'amande, la pistache, la graine de tournesol. Bon, les graines, c'est jusqu'à 6 ans. D'accord. La graine de tournesol, à mon avis, il ne faut pas la donner, même pas les adultes. Troisièmement, il faut que quand un enfant
mange, par exemple, il faut qu'il s'assoie, il faut que ce soit dans le calme. Oui. Il mange, il termine sans manger, ensuite il va jouer. Mais si il a quelque chose dans la bouche, il saute. Il saute et tout ça. Voilà. Oui. Quatrièmement, les enfants, les fillettes qui mettent le foulard, attention. Posez vos épingles sur une étagère. Les épingles sur Voilà. une étagère et on s'arrange, on les met. Parce que pourquoi? Particulièrement pour les épingles à foulard, elles sont fines, elles peuvent partir loin. Et parfois l'extraction par voie endoscopique, elle est un petit peu difficile. Et donc, Vous êtes obligé d'ouvrir, on va dire. on l'envoie en chirurgie thoracique. Ce n'est D'accord. plus mon travail, on l'envoie en chirurgie. Et chirurgie thoracique, figurez-vous, c'est que pour enlever, c'est vrai, ils ont une certaine habitude de faire ça, mais à quel prix? Ils ouvrent le thorax de là jusqu'à là. Ils sont obligés pour bien travailler. Donc imaginez une fillette de 13 ans, 14 ans, 15 ans, en pleine adolescence, et on l'ouvre de part en part au niveau Oui. de son thorax. Oui, c'est quand même Donc, lourd. qu'est-ce qui est mieux? C'est de faire ça ou de faire de la prévention? La prévention, c'est clair. Et la C'est- prévention secondaire s'adresse aux médecins. Aux spécialistes. À oui. chaque fois, aux médecins, pas généralistes ou spécialistes, à chaque fois, on fait des formations pour ça, à travers tous les territoires algériens, pour essayer de leur expliquer ce phénomène, que cet accident existe, non seulement il existe, mais il faut bien faire l'interrogatoire pour arriver au diagnostic. Il y a l'interrogatoire à la recherche du syndrome de pénétration. On a dit comment on le recherche. Deuxièmement, il y a les signes cliniques. Parce que très souvent, quand un corps étranger est au niveau d'une branche, on a des signes cliniques qui sont localisés à un hémithorax. Donc on a soit une diminution du murmure vésiculaire, soit des râles sibilants, ils savent faire d'air, des murmures. Et puis il y a la radiographie du thorax. C'est vrai que quand on a un corps étranger radio-opaque, qui est en fer ou Qu'on peut voir à travers une l'os, radio, par oui. exemple, on le trouve Oui. mal. C'est des corps étrangers qui sont radiovisibles. Mais malheureusement, Il y a des objets qu'on ne peut pas voir à travers. malheureusement, Oui. ces corps étrangers radiovisibles sont à peu près de 13 à 16%, uniquement dans toutes les séries du monde. La plupart des corps étrangers, c'est des corps étrangers végétaux. Oui. Ils sont radiotransparents. D'accord. Donc on ne les Donc, voit on pas. les voit. Et très souvent, on nous a adressé des enfants avec 3 ou 4 radios parce que l'enfant a fait une radio. Et on n'arrive pas à voir. On n'a pas vu le D'accord. corps étranger, on lui dit non, il n'y a rien, puisque à la radio, il y a des signes indirects. Donc Oui. on trouve une inflation d'un côté, un emphysème obstructif d'un côté, ou Et bien de l'autre une côté. atélectasie, un collapsus d'un côté. Voilà les signes qui orientent vers. En tous les cas, quand un enfant fait un syndrome de pénétration, l'adresser à des spécialistes pour le voir, Très pour bien. essayer de voir s'il y a un corps étranger ou non. Merci beaucoup, professeur Bouforsaoui. C'était très intéressant. Alors, je rappelle, vous êtes chef d'unité de pneumologie et d'endoscopie bronchique pédiatrique à l'hôpital Boulourine Ibn Zeri. Moi, je vous souhaite bon courage et j'espère que le message est passé. Merci à vous, merci beaucoup. Très bien. Et nous passons maintenant à l'info de la semaine avec Leïla Djibour. Place à l'info de la semaine avec Leïla Djibour. Bonsoir Leïla. Bonsoir Mounia, bonsoir Ça à va tous les téléspectateurs. Eh bien, ça va très bien. Et vous? Ça va, très bien, tranquille. Alors, l'info de la semaine, apparemment les grands portraits de l'histoire de l'art sortent masqués. Et oui, l'année 2020, source Ouais. d'inspiration pour beaucoup d'artistes plasticiens, à l'instar, par exemple, d'un artiste allemand, Volker Hermes. Je suis sûre que vous avez déjà vu ces toiles de maître, ces toiles historiques qui ont marqué l'histoire de l'art, avec des masques, voilà, donc des tableaux masqués. Et ça, c'était une signature donc du peintre qui s'amusait à travers sa réinterprétation de masquer les yeux, uniquement les yeux. Pendant 10 ans, il a fait ça. Et durant la pandémie, donc il a changé de style et il a essayé donc de mettre des tableaux avec des masques. Là, ce qu'on voit, c'est c'est Hania Zazoua qui est algérienne. Voilà, les donc ça, Algériens s'y c'était- mettent aussi. Les Algériennes s'y mettent aussi avec des tableaux hauts en couleur, comme Oui. on peut le voir, voilà.
Et on va voir donc dans quelques instants les photos. Voilà, là c'est par exemple une réinterprétation de Volker Hermes et qui, à l'aide d'un logiciel de montage, donc il s'est amusé à remonter ses visages avec des masques. C'est vrai que c'est très intéressant parce que les portraits sont tirés de sa liste de Haydn portraits qui a donc été exposée en Italie. Voilà, donc si les téléspectateurs souhaitent les regarder. Donc c'est vrai qu'en pleine pandémie, le travail de l'artiste a pris donc un autre tournant. Voilà, c'est une autre interprétation. Donc il a déclaré: je cache l'individualité derrière les magnifiques surfaces, et il tente d'incorporer bien sûr un discours contemporain sur les codes de la société et surtout des peintures historiques. Donc voilà ce qu'il a écrit sous chaque publication sur son compte Instagram qui compte des milliers de followers, parce que même les gens qui n'étaient pas initiés à l'art, à travers ces peintures, enfin ces montages-là, ils ont pu connaître ces peintures. Voilà. Et il faut savoir aussi que chaque peinture qu'il a réinterprétée a un sens. Voilà, il y a par exemple pour l'écologie, il y a les fashion victims également, il y a les oversize comme la peinture qu'on vient de regarder il y a quelques instants. Voilà, donc c'est ça, et ça a inspiré aussi beaucoup d'Algériens comme les artistes de Khebra qui ont également pris des tableaux algériens comme ceux de Beya et qui les ont également leur ont mis des masques. Voilà, oui. Ils ont customisé, ils ont masqué toutes ces œuvres qui sont magnifiques. Alors, il faut savoir qu'il y a des messages, chacun a sa propre interprétation, c'est ça l'art, hein, Mounia. Oui. Il y a un message derrière forcément, chaque... il y a un message, et il faut dire que le vêtement, au cours de la démarche artistique, voilà, c'est sur ça qu'a axé Volker Hermes, c'est sur le vêtement. On sait que maintenant, même les enfants sont initiés à l'art, hein, tout petits. Donc, c'est important de leur inculquer cette culture de l'art. Et là, c'est plutôt loufoque, c'est plutôt bucolique. Donc, tout le monde peut regarder, tout le monde peut avoir son interprétation. Très bien, c'est très intéressant en tout cas. Et d'autres informations? Alors, d'autres informations, c'est qu'on peut les trouver, ces toiles sur Internet. Il y aura, après le confinement, après cette crise, il y aura sûrement des visites. Hein, voilà. Un vernissage, on va dire. Les vernissages. Alors, il faut dire aussi que l'idée de l'artiste, de couvrir dès le départ les visages, des portraits historiques, donc c'est pour attirer l'attention du spectateur sur d'autres détails hors le vêtement, hein. Il y a les détails comme la mode qui a toujours été essentielle dans la définition de soi à toutes les époques de l'histoire. Voilà. Il y a également les phénomènes de mode, parce qu'il faut savoir que chaque 10 ans, la mode revient. Donc c'est sur ça qu'a axé l'artiste. On se retrouve à remettre des pattes d'EF des années 70. Des années 70. En tout cas, on encourage nos artistes parce qu'ils font énormément de travaux. Ils ne se sont pas arrêtés, même durant le confinement, à créer. Et voilà. Et nous, on est là en tout cas pour les encourager. Très bien. Merci en tout cas, Leïla. C'était très intéressant. Merci, Mounia. À la semaine prochaine pour une nouvelle info. Tout aussi loufoque. Oui, on espère. En tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je le rappelle à chaque fois et je ne cesserai de le répéter tant que la pandémie est là, gel hydroalcoolique pour vous nettoyer les mains si vous n'avez pas d'eau et de savon. Distanciation et port du masque surtout. Sinon, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.